Bonjour à tous, il est 13 heures. On va commencer ce 10e webinaire innovation des Hospices civils de Lyon. Donc, je suis Armelle Dion, la directrice de l'innovation. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Guillaume Mercy qui va nous présenter le fonds de recherche enfin, le fonds recherche et innovation de la FHF, notamment les missions du fonds recherche et innovation, les outils qu'ils ont mis en place, qui sont, vous allez le voir, assez pragmatiques et opérationnels et qui ont pour but d'aider les hospitaliers, que ce soit leur mission, leur fonction, pour monter des projets innovants de façon générale et en particulier lorsqu'on a besoin de partenariats avec des startups. Donc, je laisse la parole à Guillaume qui est connecté depuis Paris. Merci Guillaume. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de la présentation. On les prendra et Guillaume tentera d'y répondre. Et puis on gardera un petit peu de temps à la fin également pour un moment d'échange. Si vous pouvez faire passer vos questions par le chat, il n'y a aucun problème. À toi Guillaume. Merci beaucoup Armelle pour l'invitation. Bonjour à tous et merci aussi pour l'introduction. Donc, comme Armelle le disait, aujourd'hui, je viens vous parler donc, de management de l'innovation à l'hôpital et vous présenter effectivement les différents outils qu'on a pu mettre en place au sein du fonds FHF Recherche et Innovation. Donc, le fonds FHF, c'est le fonds de dotation de la Fédération hospitalière de France. On a 3 missions. La première qui est la promotion de l'innovation, et ça, je vous présenterai très brièvement en fin de présentation ce qu'on peut faire comme action dans cette mission de promotion de l'innovation. À savoir, on va chercher à mettre en avant en fait, les innovateurs, les innovations, donc les solutions de start-up, mais aussi promouvoir la culture d'innovation dans les établissements de santé. Je pense qu'aux HL, c'est quelque chose qui est déjà très présent et on travaille beaucoup avec Armel pour continuer à ça. La deuxième mission, c'est la conduite du changement, parce que si on parle d'innovation, ça veut dire qu'on va chercher à trouver des évolutions, mais il faut que ces évolutions, elles aillent dans le sens de notre société, dans le sens de notre système de soins. Et donc, c'est vraiment comprendre aussi toutes les transformations qu'il peut y avoir dans le système de santé pour anticiper ces changements et vraiment partir dans les bonnes directions, faire les bons choix en termes d'innovation. Et enfin, la troisième mission, même si en ce moment on a un peu réduit la voilure de ce côté-là, c'est une mission d'accompagnement des projets innovants, d'établissements de santé, pas d'entreprise, mais vraiment accompagner les établissements dans la structuration de projets d'innovation. Donc ça a pu être très varié par le passé, ça va d'une application mobile jusqu'à, pourquoi pas, un projet de centre national. On a accompagné notamment le CHU de Lille et la PHP dans ce genre de projet. Et aussi un accompagnement du mieux que possible pour l'appel à projet, typiquement tiers-lieu d'expérimentation qui vient d'être publié. Donc, un petit sommaire rapide de ce que je vais évoquer aujourd'hui. Je vais commencer par un côté un peu, comment dire, sur la déconstruction d'idées reçues. Donc, ça va être un peu cru, mais voilà, c'est pour essayer de casser ces idées-là. Si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Je suis vraiment très ouvert à recevoir aussi vos opinions, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. Ensuite, je vais insister sur ce qu'est l'innovation de mon point de vue et du point de vue du fonds FHF, et enfin parler de ce qui nous intéresse, le management de l'innovation, donc aussi bien au travers de définitions, mais aussi pour vous présenter les outils qu'on a pu mettre en place. La première idée que je voudrais déconstruire, c'est celle qui est de se dire que l'innovation, ce n'est pas notre priorité. Et ça, on le voit énormément dans beaucoup d'établissements de santé. Je pense que c'est beaucoup moins le cas aux HL, donc dites-le moi aussi si je me trompe, hein. Mais beaucoup se disent « Ah non, mais on a d'autres choses à faire, c'est pas important d'innover ». En fait, c'est faux parce que l'innovation, c'est vraiment chercher à s'améliorer, chercher à trouver de l'efficience dans nos processus. Et donc, c'est en quelque sorte un processus de survie. Et
Et l'évolution, selon Darwin, elle nous l'a montré, les organismes qui n'innovent pas, qui ne s'améliorent pas, qui ne changent pas, ils sont en général amenés à disparaître. Et ça, c'est pareil pour nos organisations. Le monde, il change continuellement, les besoins des patients changent, les ambitions, les volontés des patients changent. Et il faut savoir s'adapter à tout ça. Les technologies changent, donc il faut aussi savoir les intégrer. Et tout ça, en fait, il faut pouvoir l'intégrer pour que notre organisation continue à être la meilleure possible et ne disparaisse pas. La deuxième chose, c'est de penser aussi que l'innovation, c'est un phénomène aléatoire, que c'est quelqu'un dans son coin qui a une idée, un eureka, et que c'est réservé à un certain type de personnes. C'est faux aussi, l'innovation, c'est vraiment un processus qui se manage. J'ai déjà commencé à l'évoquer en parlant du management de l'innovation dans mon introduction. C'est des processus à mettre en place, c'est une culture à mettre en place, une structuration à mettre en place dans son établissement. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui a été très bien fait, je pense, aux HCL et sur lequel Armel travaille beaucoup à partager cette culture d'innovation. Et le webinaire où on est tous réunis aujourd'hui en est la preuve, c'est pour partager autour de ces sujets-là. Et donc, c'est vraiment une culture à mettre en place dans son institution, quelque chose à partager tous ensemble et à manager. Et en fait, en manageant ce processus, on va pouvoir accompagner des personnes qui, elles, vont pouvoir innover. Et donc, quand je parle de management d'innovation, donc la position qui est la mienne ou celle d'Armel aux HL en tant que directrice innovation, c'est vraiment la position de, on est là comme fonction de support où on va accompagner les innovateurs dans l'innovation. On n'est pas là pour innover nous-mêmes. Enfin, dernière idée sur laquelle je voulais insister, c'est celle qui est de penser que l'innovation, c'est forcément quelque chose de sophistiqué, c'est forcément des technologies waouh, et c'est forcément un nouveau produit. C'est faux aussi, l'innovation, ça peut aussi être très low cost, ça peut vraiment être juste une modification dans un processus, ça peut être via de l'affichage, enfin, ça, c'est vraiment, faut vraiment sortir de cette idée que l'innovation embarque forcément des nouvelles technologies. Forcément, les nouvelles technologies sont un facteur d'innovation, mais ça va être qu'un facteur d'innovation et ce n'est pas un élément essentiel à l'innovation. Et typiquement, je pense pareil, toute la démarche de structurer une direction d'innovation qui a été lancée aux HCL, c'est en soi un processus d'innovation, c'est une innovation organisationnelle, il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que l'innovation, elle est souvent, enfin, toujours, voire même très souvent organisationnelle, elle va modifier des activités et elle apporte une réponse pertinente, pragmatique à un problème de terrain. Et donc, ce n'est pas forcément de la technologie. D'ailleurs, une erreur qu'on voit très souvent, c'est les gens qui se disent « Ah, j'ai trouvé une super technologie, grâce à cette super technologie, je vais innover ». Et ça, c'est faux, c'est prendre un peu le problème à l'envers. Et ça me fait ma transition sur ce qui est pour moi une définition de l'innovation, c'est que l'innovation, c'est vraiment pas cette technologie, mais c'est bien la rencontre entre un usage ou une pratique et une invention qui va apporter une amélioration. Et donc, c'est là où est la subtilité, c'est qu'en fait, ce n'est pas la technologie qui fait l'innovation, c'est vraiment le problème qu'on va rencontrer, l'usage qu'on a besoin de faire de cette technologie, et est-ce que l'usage qu'on peut faire de cette technologie va apporter une amélioration. Et si ça apporte une amélioration, là, pour moi, on est dans une innovation. Autre chose que je voudrais préciser ici, c'est que quand je parle d'innovation, je suis vraiment sur l'idée d'innovation horizontale où on n'est pas que sur de l'innovation clinique. J'y reviendrai, mais souvent dans les établissements de santé, on rattache l'innovation à la direction de la recherche clinique et il y a il y a beaucoup la culture de penser que l'innovation, forcément, une innovation qui va se faire dans le soin, qui va se faire dans la clinique. Et donc là, vraiment, moi, l'idée, c'est que l'innovation, elle est transversale, on va la retrouver partout, aussi bien en blanchisserie, en logistique, dans les bureaux administratifs, on peut vraiment en trouver partout et ça va être des choses qui vont nous permettre de gagner de l'efficience, d'améliorer nos processus. Maintenant, qu'est-ce que j'entends quand je parle de management de l'innovation? Donc, je vous ai donné la définition d'innovation.
Et donc, comme je vous le disais, je parlais de management d'innovation. Et donc, le manager d'innovation, ça va pas être celui qui innove, mais celui qui accompagne. Et donc, pour moi, le management de l'innovation, c'est donc une activité de support qui est dédiée à l'amélioration de manière collaborative, agile, itérative et basée sur l'expérience. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour dire que pour innover, il faut qu'on rassemble du monde. Et je pense, encore une fois, c'est ce qui est très bien fait aux HCL. Et je vais reciter l'exemple de ce webinaire, mais l'idée, c'est vraiment de rassembler un maximum de personnes pour discuter éventuellement de thématiques. Ça peut se faire aussi autour de café, mais pour discuter de problèmes, partager des expériences pour pouvoir innover. Et en fait, c'est en ça que le management d'innovation, c'est important. Ça va être c'est créer aussi ces événements de rencontre pour pouvoir aller chercher des nouvelles idées et pouvoir innover. Et la dernière partie que j'ai pas lue de ma définition, c'est que pour moi, le management de l'innovation, il est centré sur les utilisateurs et leurs usages. Et ça, c'est ce que je disais aussi avant par rapport à ma première définition donc, de l'innovation, c'est que ce management de l'innovation, il ne peut pas se faire sans les utilisateurs, sans identifier les vrais problèmes et les bons usages. Parce qu'une innovation, elle sera intéressante si elle répond à un problème, si elle apporte, encore une fois, une amélioration ou elle résout un problème. Donc, la meilleure façon de s'améliorer dans ces activités, c'est d'en développer des nouvelles, de chercher vraiment à trouver des nouvelles choses à développer, à résoudre des problèmes qu'on pourrait rencontrer. Maintenant, comment manager l'innovation? Et ça, c'est la vraie question. Et vous, aux HL, vous le vivez très bien parce que ça a été, encore une fois, très bien fait. Je pense que la première chose, c'est de composer une équipe. Et je reviendrai sur la structuration de l'équipe juste après. Mais avoir vraiment une équipe qui a ses objectifs, qui a des compétences et qui a ses propres ressources. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que d'avoir une direction innovation aux HL, ça fait vraiment la différence par rapport à d'autres établissements de santé qui n'en ont pas. C'est aussi développer une culture d'innovation, ça je l'ai déjà un peu évoqué, mais voilà, diffuser cette logique, expliquer vraiment cette démarche, partager les objectifs de cette démarche d'innovation, pourquoi est-ce qu'on va chercher à innover, partager aussi la définition de l'innovation, le fait que c'est quelque chose et aux échelles, c'est pareil, quelque chose de transversal, pas uniquement dédié aux soins, mais vraiment à tout le monde. Et, et ça, c'est important parce que du coup, ça pousse aussi les gens à se dire, OK, moi aussi, je peux essayer de chercher des problèmes, chercher à les résoudre et me rapprocher de ma direction d'innovation pour essayer de les résoudre. Et ensuite, c'est bien sûr mettre en place des processus dédiés, donc des programmes. Là, pareil, aux HL, vous avez tous les tiers-lieux qui sont très bien structurés, qui sont sur des verticales bien précises et qui peuvent permettre d'innover et d'apporter des processus d'innovation dans certains domaines bien précis. Et après, il y a tout ce que la direction innovation, bien sûr, met en place pour accompagner les différents innovateurs aux HL. Donc, je l'ai évoqué avant, et ce que je disais, c'est que trop souvent dans les établissements de santé encore, même si ce n'est pas le cas aux HL, l'innovation est rattachée à la DRCI, donc la direction de la recherche clinique et de l'innovation, ou souvent maintenant c'est plutôt la direction de la recherche clinique. Et ça, pour moi, c'est une erreur parce que ça envoie le signal au reste de l'établissement que l'innovation, elle est forcément que sur le clinique, que sur le soin. Pareil, on a pu voir dans certains établissements qui vont rattacher une direction innovation à la direction des systèmes d'information. Ça, potentiellement, ça peut aussi être une erreur dans le sens où ça va envoyer le signal que l'innovation, elle est forcément numérique. Et par rapport à ce que je vous disais, l'innovation, elle est vraiment partout et elle n'est pas forcément numérique, elle n'est pas forcément technologique, elle n'est pas forcément dédiée aux soins. Et c'est pour ça que je trouve que le modèle des HL est extrêmement intéressant, d'avoir une direction innovation qui est dédiée et qui est vraiment transversale, qui va travailler avec toutes les autres directions et en plus qui est rattachée à la direction générale. Et ça, c'est important, encore une fois, pour diffuser la culture d'innovation. Donc, dans la structuration de l'équipe, ça, c'est un modèle que nous, on propose. Ce n'est pas forcément celui qu'il faut suivre, mais j'y reviendrai. C'est un modèle qu'on propose notamment dans notre programme au SPIUP. C'est vraiment avoir donc une équipe qui soit dédiée avec sa propre organisation, sa propre structuration, avec des gens qui ont des compétences qui sont là pour les mettre à disposition des innovateurs. Donc ça passe forcément par un directeur innovation ou un responsable du pôle innovation. On voit différentes structurations dans différents établissements.
Souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des personnes qui vont être en charge de l'évaluation des innovations, et notamment pour les évaluations qui arrivent de l'extérieur, donc qui viennent des startups. La difficulté avec les startups, c'est de pouvoir les évaluer, de savoir si leurs solutions sont vraiment pertinentes, sont solides, sont intéressantes. Donc, avoir quelqu'un qui se charge de tout ce processus-là, qui est aussi en capacité d'aller chercher dans son réseau, donc auprès d'incubateurs, d'accélérateurs ou de labos de recherche, éventuellement des compétences aussi pour venir évaluer ces solutions, c'est intéressant. Avoir une personne potentiellement chargée de la valorisation, ça aussi c'est important, et notamment pour les innovations là, qui vont sortir de l'établissement, donc qui seront issus de travaux de recherche, de réflexion de professionnels de santé. Ça va être intéressant d'avoir cette personne chargée de valorisation pour vraiment accompagner tout ça et valoriser l'innovation qui pourrait être sortie de l'établissement. On aurait un responsable processus, ça va être en fait un chef de projet innovation ou un chargé de projet qui, lui, va potentiellement pouvoir accompagner les équipes dans la structuration de leur projet d'innovation. Et enfin, on peut bien sûr rajouter plein de profils optionnels, avoir quelqu'un, pourquoi pas, de la direction des achats ou des achats qui soit dédié à l'innovation, qui puisse travailler en collaboration avec l'équipe innovation. Ça va être aussi potentiellement des designers, des biostatisticiens, des économistes de la santé, puisque voilà, pour évaluer l'impact des innovations, tout ça, donc rassembler un maximum de compétences. Et si elles sont pas dans l'équipe, ça va être structurer tout un écosystème. Et ça, pareil, je pense que c'est quelque chose qui a été très bien fait aux HL, c'est que vous ne travaillez pas uniquement juste avec des personnes des HL, mais il y a aussi, je sais, la métropole, le pôle de compétitivité, il me semble. Enfin voilà, Armel, tu pourras certainement compléter, mais il me semble que tu t'es rapproché de beaucoup de personnes aussi externes à l'établissement de santé. Et ça, c'est des compétences qui sont aussi très intéressantes pour évaluer tous les projets d'innovation. La culture d'innovation, donc ça passe, comme je vous le disais, par une communication interne très importante, donc faire connaître l'équipe innovation, faire connaître la démarche, développer une proximité avec le terrain pour que les gens aient le réflexe de faire remonter des problèmes, de faire remonter des projets innovants, organiser des réunions de partage de bonnes pratiques pour amener la réflexion, des réunions de rencontres, c'est aussi faire rencontrer des gens qui ont des profils différents, parce que souvent l'innovation, elle naît de ces rencontres. C'est ce que je disais auparavant aussi, créer un écosystème, donc avec les pôles de compétitivité, les incubateurs, des partenariats de R&D, des partenariats avec des entreprises. Enfin, voilà, il y a plein de choses à imaginer, à faire. Et enfin, créer des appels à manifestation d'intérêt sur des sujets stratégiques pour l'établissement. Et ça, pareil, il me semble que c'est quelque chose qui est fait aux HL avec un appel à projet pour des projets innovants. Ensuite, le management de l'innovation à proprement parler. Et là, je vais en différencier deux. Un management de l'innovation dédié à l'innovation interne, donc qui est issu de l'établissement de santé, et un autre qui sera le management de l'innovation externe, qui lui vient plutôt de l'extérieur avec les startups. Et je différencie les deux puisque les processus sont relativement différents et on ne va pas mobiliser forcément les mêmes compétences pour accompagner ces deux types d'innovation. Donc, pour ce qui est du management de l'innovation interne, l'idée, ça va être de commencer par faire émerger les problèmes. Donc ça, au travers de ces réunions de rencontres, discuter d'une thématique avec plusieurs personnes de l'établissement qui peuvent être touchées par cette thématique. Alors, je sais pas, des fois, ça peut être des thématiques très larges, hein, comme la pédiatrie. Là, on va regrouper toutes les équipes de pédiatrie, c'est de comprendre un peu les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et en fonction des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les caractériser et amener à une réflexion de solutions innovantes. Et donc là, on part sur de la conception, et à commencer par une conception naïve. Nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup au fonds FHF, c'est que souvent, quand on va commencer un projet, on va se dire « Ah, il faut que je commence par une revue de littérature, que je commence à voir ce qui se fait ailleurs, etc. » Et en fait, je pense que ça, c'est une erreur parce que ça va brider notre créativité. Et vraiment, sur l'innovation, l'idée, c'est d'essayer de faire émerger les idées les plus folles
pour pouvoir partir vraiment dans toutes les directions et investiguer toutes les solutions possibles. Et donc, cette idée de faire une conception naïve, c'est cette idée-là, c'est avant même de commencer à faire une revue de littérature, à faire un benchmark, regarder, enfin, vraiment se dire, OK, comme un enfant, on va imaginer tout ce qu'on peut, et essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on aurait pu caractériser préalablement. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette conception naïve, venir l'enrichir et venir la versionner, donc venir l'enrichir avec ce qui se fait déjà dans d'autres domaines, hors de la santé éventuellement, dans la santé, dans d'autres établissements de santé, comment est-ce qu'ils ont pu adresser ce problème-là, et bien sûr ce qu'on a pu voir dans des journaux, enfin, en faisant des recherches Google, enfin voilà, vraiment chercher à enrichir nos idées. Et ensuite, passer donc à un versionnement pour bien sûr versionner le projet et faire un calendrier du projet et faire une étape de prototypage pour pouvoir faire et vraiment un prototypage bas niveau en général du projet, de la solution qui a été imaginée, pour pouvoir la tester rapidement et valider si, si la solution qu'on a envisagée est la bonne. Une fois qu'on a cette conception qui est terminée, là, on peut partir sur du développement de la solution, donc avec la planification, la conduite, le suivi, etc. Et puis, le déploiement de la solution une fois qu'elle est terminée. Bien sûr, à toutes ces étapes-là, on peut envisager de faire intervenir des personnes externes. Si vous avez les compétences en interne, pourquoi pas le faire juste en interne de l'établissement. Ça va aussi dépendre de la nature du projet en question. Si c'est juste organisationnel, là peut-être juste avec des ressources en interne, c'est possible. Si ça implique des développements numériques, peut-être qu'il faudra faire intervenir un prestataire pour développer la solution. Enfin voilà, ça peut après changer un peu en fonction de la nature du projet. Mais l'idée, c'est que vraiment on part d'une problématique interne et d'une conception interne où ça va être nos propres ressources, des gens de nos équipes qui vont avoir imaginé le projet. Et ensuite, la phase qui est essentielle et qui est commune aux deux types de management, que ce soit interne ou externe, ça va être le déploiement de la solution. Et souvent, c'est là où il y a le plus d'échecs en fait, dans les projets innovants, c'est qu'on néglige cette phase de déploiement de la solution où en fait, on ne va pas accompagner forcément son déploiement dans tous les services. On va se dire, ah mais c'est bon, elle est intuitive, elle est facile à utiliser, les gens vont savoir le faire. Sauf que quand on change, en général, les gens sont opposés au changement. Et donc, il faut vraiment accompagner tout ça avec le déploiement. Donc, pour tout ça, ça, c'était une slide vraiment résumée, mais tout ça, vous pouvez vraiment le consulter. On a développé un MOOC au Fonds FHF, donc il est disponible sur le site du Fonds FHF dans la rubrique Former. C'est le MOOC Innovation, donc il y a vraiment toute la méthode étape par étape. C'est un MOOC purement rédigé. Il n'y a pas de vidéo malheureusement pour l'instant. J'espère que ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire évoluer rapidement. Mais donc, c'est vraiment, si vous allez le consulter, une recette de cuisine. Étape par étape, on vous explique pourquoi, quoi faire et comment faire. C'est vraiment ce qu'on a voulu. Et pour les gens qui l'ont suivi, qui l'ont vraiment lu consciencieusement, ils nous ont tous dit, voilà, c'est une vraie recette de cuisine, c'est très facile. Après, il y a des concepts des fois un peu compliqués, mais on essaie de vous accompagner. On met des outils aussi à disposition pour faciliter la réalisation de certaines choses. Et donc, si vous allez le consulter et qu'il y a des choses qui sont pas comprises, qui ne sont pas claires, n'hésitez pas non plus à me les faire remonter. Moi, je suis vraiment preneur de tout feedback pour essayer de continuer à améliorer nos outils. Ce que je disais sur l'amélioration continue, cette idée de chercher toujours à innover, à s'améliorer, c'est aussi des choses qu'on s'applique à nous-mêmes au Fonds FHF et aussi à tous nos outils. Donc, je suis preneur de tout feedback pour améliorer les choses. Donc, le deuxième sujet qui est le management de l'innovation externe, et là, je vais y passer peut-être un tout petit peu plus de temps, notamment sur les outils pour vous présenter le programme OSPIEP qu'on a dédié à ça. Donc, le management d'innovation externe, comme je vous le disais, c'est au lieu de faire émerger l'innovation au sein de notre établissement, on va aller la chercher en fait dans des startups, dans des entreprises innovantes en dehors de notre établissement. Et donc là, l'idée, ça va être de vraiment créer un guichet unique de l'établissement, parce que souvent, ça va plutôt être des démarches passives, ça va être souvent, c'est les entreprises qui viennent vous solliciter. Et donc, avoir ce guichet unique, ça permet de baliser tout ça et ça permet aux entreprises de savoir à qui s'adresser. Et ça permet aussi derrière de pouvoir filtrer les propositions, les évaluer et ensuite, en fonction des évaluations,
voir si on peut les mettre en place. Et donc, ça va impliquer forcément une négociation de partenariat et puis ensuite la mise en œuvre du partenariat. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que Hermel, tu fais aux HL, où tu vas recevoir éventuellement des sollicitations d'entreprise, tu vas les évaluer, les mettre en relation avec les bonnes personnes, suivant la verticale de l'entreprise, les usagers qui vont être concernés par la solution qu'ils proposent. Et donc ensuite, tu vas, je pense, déléguer le projet aux différents responsables de la thématique en question. Si c'est flou, n'hésitez pas à me le dire, parce que je ne rentre pas trop dans les détails, parce qu'en fonction des sujets, ça peut vraiment varier. N'hésitez pas à me le dire. Mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est un guichet unique, filtrer, évaluer, et puis après mettre en œuvre le partenariat, et encore une fois, déployer la solution. Et ça, pour ça, pareil, on a développé un outil qui est en fait la plateforme OSPIUP. Donc dessus, je vais vous la présenter rapidement. Il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois un guide qui est destiné. Vous voyez l'écran pas de Armel de Oui, oui, SPIUP? on voit Ok, très bien. super. Donc en fait, c'est une plateforme web qui est accessible à tout le monde et il y a deux entrées. Soit vous êtes un hospitalier, soit vous êtes un start-upper ou une entreprise innovante. On avait pris le prisme des startups à l'époque. Donc, côté hospitalier, en fait, tout le guide va être là pour vous présenter ce que sont les startups, quels sont leurs écosystèmes. Il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez cliquer un peu partout pour comprendre. Voilà, les startups en général, c'est une organisation dédiée à leurs solutions. On vous explique tout ça, on vous explique leur capacité d'adaptation, etc. Enfin, il y a énormément de choses, leur écosystème. Et pareil, encore une fois, à chaque fois, il y a beaucoup d'informations à aller voir. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple, de résumé sur une seule page. Et à chaque fois, je vous invite à aller cliquer pour chercher plus d'informations. Il y a tout un paragraphe aussi sur trouver la bonne startup. Donc là, on a cherché à mettre en exergue certains points d'alerte parce que souvent, c'est un des défauts des startups, c'est qu'elles vont utiliser beaucoup de buzzwords, elles vont aussi faire beaucoup de communication, elles vont avoir tendance un peu, pour certaines d'entre elles, à enjoliver les choses. Donc c'est un peu essayer de déconstruire éventuellement leur discours pour vraiment comprendre la vraie valeur ajoutée de ces startups. Ce n'est pas non plus la généralité de toutes les startups. Il y en a aussi beaucoup qui sont raisonnables, qui ont même parfois du mal à savoir se mettre en avant. Ça vaut aussi le coup de creuser pour comprendre tout ça. Euh, Il- je oui, vois qu'il y a une question. Ouais. a une question, ouais. Quel est le juste équilibre entre l'innovation interne et externe dans nos établissements? C'est une très bonne question. Comme je vous le disais, c'est deux processus séparés, mais qui, je pense, se complètent. Et je pense que l'équilibre, il se fait surtout, si je reviens sur la présentation, euh, à l'étape de conception où on va faire, en fait, on va d'abord faire, donc dans le management d'innovation interne, dans le processus que je vous présentais, les premières étapes, c'est faire émerger des problématiques et ensuite essayer de concevoir un projet. Et là, l'idée, c'est donc faire émerger les problématiques. C'est, je pense, très important de commencer par ça. Et ensuite, dans la conception, c'est là voir si, en fait, dans ce qu'on est en train d'imaginer, il n'y a pas une solution externe qui existe. Et là, s'il y a une solution externe qui existe, ça vaut peut-être le coup d'aller l'évaluer et de voir si ce n'est pas plus intéressant de passer directement par cette solution externe plutôt que d'essayer de réinventer là. Et donc, je pense que l'équilibre, il est là. Et en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas mis ensuite dans le processus sur le management de l'innovation externe, mais avant le guichet unique, il y a toute cette idée qu'on a des problématiques qui sont bien identifiées dans notre établissement, et notamment dans les phases après de filtrage et d'évaluation. On va le faire en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer dans notre établissement. Donc, merci pour la question. C'est vrai que c'est une très bonne question, et je pense que l'équilibre il se fait voilà, entre ces deux-là. Et donc, c'est trouver, bien sûr, si on ne trouve rien sur le marché, bah, autant essayer de voir si on peut essayer d'innover nous-mêmes en interne ou voir si c'est une innovation plutôt bas niveau ou low cost. Est-ce que tout simplement, ça ne vaut pas le coup de le faire tout seul en interne? L'autre intérêt de faire l'innovation interne, c'est que ça va mobiliser les agents de notre établissement et ça va faciliter en fait derrière le déploiement. Et on va avoir
tous les agents qu'on va impliquer en fait, dans le projet, ça va être des ambassadeurs du projet. Et en général, il va être beaucoup plus facile à accepter dans notre établissement. Et c'est aussi, je pense, un facteur de fidélisation qui est assez important pour les établissements de santé. Et je pense que c'est important pour tous les agents d'avoir des projets comme ça sur lesquels ils peuvent travailler pour améliorer l'établissement, pour améliorer leurs pratiques. Ça peut être vraiment très varié. Et voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Si je reviens donc sur HospiUp, voilà, j'en étais sur trouver une bonne startup. Donc je disais, voilà, toutes les startups ne sont pas forcément mauvaises. Je pense qu'on a un peu défini 3 stéréotypes qui sont les startups invisibles. Donc ça va être celles qui travaillent beaucoup sur leurs produits, qui communiquent très peu dessus. Et en général, ça va être plutôt être des équipes d'ingénieurs donc, qui ont des produits très très bien conçus, mais qui ne vont pas savoir communiquer dessus et pas savoir se faire connaître. Donc ça, nous, au fond FHF, on essaye de les détecter. Et quand on les détecte, en général, j'ai tendance à les pousser vers Armel, pour le coup, aux HL ou d'autres personnes dans les autres établissements pour essayer de les faire connaître. On aura aussi malheureusement, donc ça c'est le stéréotype, l'autre extrême, ça va être la startup qui n'a pas forcément un très bon produit, mais qui communique beaucoup. Donc je ne vais pas citer de startup ici, mais malheureusement il y en a quelques-unes qu'on peut voir sur le marché. Et malheureusement, elles sont très très visibles et on se rend compte très vite que derrière, il n'y a pas il y a pas de vraie valeur ajoutée. Et ensuite, il y a bien sûr, pour une grande partie des startups, toutes les autres qui vont avoir aussi bien des bons produits et qui vont aussi savoir très bien les mettre en avant. Ensuite, il y a toute une partie sur collaborer et négocier. Une fois qu'on a identifié une startup, comment est-ce qu'on collabore avec elle, comment est-ce qu'on va négocier aussi avec elle. Et ça, la négociation va dépendre aussi de la collaboration qu'on peut envisager. Nous, ici, on a identifié 4 types de collaboration. Une qui va être le co-développement. Donc, typiquement, pour revenir sur la question précédente qui était sur l'équilibre entre innovation interne et innovation externe, il y avait un programme in-demand qui était porté par le RESA où il faisait émerger des problématiques dans les établissements de santé. Ensuite, il faisait des consultations auprès de startups qui avaient des solutions qui potentiellement pouvaient y répondre. Et là, il poussait les startups à faire un pivot pour apporter une réponse vraiment personnalisée aux problèmes qui avaient émergé de l'établissement. Et ça, c'est très intéressant et c'est ce que je mets en fait dans le co-développement. D'ailleurs, le programme in-demand est cité là. Vous pourrez aller voir, c'est intéressant. Et l'idée, c'est ça, ça va être, on a un problème qu'on a identifié, nous, dans notre établissement de santé. On a trouvé une startup qui répond partiellement ou qui a une solution qui pourrait répondre si on fait un pivot à notre projet. Et donc, on va s'associer pour co-développer la solution que nous, on cherche vraiment à avoir. Il y aurait deux autres formes de collaboration qu'on pourrait un peu regrouper, qui seraient l'évaluation et la validation de la solution, là plutôt d'un côté usage, et l'autre l'étude médico-économique, qui elle va être plutôt sur les résultats et l'amélioration que la solution va pouvoir apporter en fait à notre établissement. Et donc dans l'évaluation et la validation, suivant le dispositif, la solution qui est proposée, ça peut bien sûr être une étude clinique. Et ensuite, le dernier format de collaboration avec une startup sera bien sûr l'achat de leur solution innovante. Donc là, ça va potentiellement être pousser la startup à adapter son business model s'il n'est pas encore très bien adapté aux établissements de santé, mais trouver la bonne façon de pouvoir acheter la solution pour notre établissement. Donc, on a aussi on a travaillé en fait sur les bonnes pratiques de négociation avec un cabinet d'avocats. Et en fait, dans SpiUp, vous avez de nombreux outils, dont un outil de contractualisation. Je vais aller vous le montrer rapidement. Où en fait, avec le cabinet d'avocats, on a cherché à créer des squelettes en fait de contrats qui peuvent être utilisés pour ces différents formats de collaboration. Donc aujourd'hui, on a 3 types de contrats qui sont disponibles dans l'outil. Je travaille encore avec le cabinet d'avocats pour en ajouter d'autres. J'espère pouvoir en ajouter d'ici la fin d'année. Le premier qu'on va retrouver, c'est l'accord de confidentialité. Ensuite, on a un contrat de co-développement et un contrat d'expérimentation de solutions. Ça, je pense que c'est ceux qui vont être plus intéressants. Si je trouve le bon, voilà, co-développement, si on va voir le contrat pour que je vous montre vraiment l'outil à quoi il ressemble.
là, l'idée, c'est qu'en fait, d'un côté, vous allez avoir des questions, donc je trouve le bon article, voilà, auxquelles vous allez pouvoir répondre. Donc là, vous allez cocher pour répondre à cette question en fonction de ce qui vous intéresse. Et en fait, à droite, ça va automatiquement rédiger le contrat. Et bien sûr, vous pouvez aussi directement aller rajouter des modifications ici dans le contrat à droite. En plus de ça, en plus de ces questions qu'on va poser et de cet outil de contrat, on a voulu vraiment quelque chose de pédagogique où les avocates, en fait, nous ont fait des vidéos pour expliquer certaines clauses. Là, typiquement, la clause des obligations des parties. Je ne vais pas lancer la vidéo, mais elle nous explique pourquoi, quel est l'intérêt de cette clause. Il y a aussi des remarques qui sont mises, vous voyez là en bleu, pour aider en fait à comprendre tout ça et des points d'alerte qui peuvent être signalés en jaune. Donc, c'est vraiment un outil qui est là pour accompagner les établissements de santé dans cette rédaction des contrats pour essayer de mettre à niveau tout le monde, et notamment les plus petits établissements de santé qui n'ont pas forcément des directions, enfin des départements juridiques très déployés, enfin très importants. Donc voilà. Armel dit aux HL, nous travaillons au quotidien avec des juristes de la direction de la recherche en santé pour faire les contrats de confidentialité, co-développement, etc. Voilà, bien évidemment, ce n'est pas forcément utile à tout le monde. Après, je vous invite aussi potentiellement à aller voir ce qu'il y a. Ça peut Je pense potentiellement que aussi vous aider. ouais, c'est intéressant. Enfin, l'outil OSPIUP est très bien fait et c'est bien pour l'acculturation de tous aux différents items qu'on peut trouver dans un contrat et à la nécessité de contractualiser. Mais c'est vrai qu'après, pour le support, on privilégiera aux HCL les documents types qui ont été Oui, bien établis sûr. par la DRS. Mais Non, mais l'aspect pédagogique de cet outil, il est majeur et c'est vrai que vraiment, il est très très intéressant. Chacun peut aller le consulter. Et ça, c'est un outil qui est dédié aussi bien aux établissements de santé qu'aux startups, en fait. Et c'est notamment aussi pour les startups, pour les aider à monter en compétence de ce côté-là. Mais effectivement, on n'a pas vocation à remplacer du tout les directions juridiques des établissements. C'est vraiment un premier squelette. Comme le disait Armel, c'est des premières idées. Et donc après, bien sûr, à approfondir s'il y a besoin d'approfondir. Un autre sujet sur lequel on a beaucoup insisté, et là c'est une nouvelle partie, c'est les pratiques de l'achat innovant. Et là, on a essayé de faire un outil où, en fait, en 6 questions, on va essayer d'identifier le meilleur processus ou la meilleure procédure dans le code des marchés publics pour pouvoir acheter une innovation. Typiquement, la première question, c'est est-ce que la solution nécessite un co-développement? Là, je réponds oui ou non. Si on répond oui, on vous invite plutôt à partir, pourquoi pas, sur un partenariat d'innovation. Et donc là, on résume ce qu'est le partenariat d'innovation, quelques conseils qui sont apportés et des exemples, notamment avec un exemple de la PHP qui a déjà fait un partenariat d'innovation. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que la PHP qu'on a fait, mais voilà, c'est l'exemple qu'on a mis ici. Et puis, bien sûr, on renvoie vers des ressources supplémentaires, vers les ressources où on a été prendre l'information. On n'a pas, encore une fois, l'intention de se substituer à toutes les personnes qui développent des guides, qui développent tout ça sur l'achat public et l'achat innovant. Nous, l'idée, c'est essayer de faire un concentré et de vous renvoyer rapidement vers la bonne information. Et donc, si on continue, si vous voyez non, il y a une nouvelle question. Si on coche non avant, on a une nouvelle question qui se pose à nous. Donc, non, on n'a pas besoin de co-développement. Est-ce qu'on est en mesure de démontrer le caractère innovant de la solution? Oui, non. Et encore une fois, on va proposer éventuellement soit une procédure, soit on va poser une nouvelle question. Donc, je ne continue pas. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Là, ici, on a essayé aussi de rassembler un peu les différentes procédures qu'on peut retrouver dans le code des marchés publics. Et comme toujours dans SPIUB, si vous cliquez, vous avez plus d'informations. Ensuite, on essaie de traiter un sujet qui est le sujet des modèles économiques des startups, parce que parfois, ce n'est pas toujours très bien connu de tous les établissements de santé. Et c'est vrai que les startups, l'idée d'une startup, c'est on a une solution, on va dédier notre organisation à notre solution et on va essayer aussi d'adapter notre modèle économique à notre solution et à notre marché. Et donc, parfois, suivant la maturité de la startup qui peut venir voir l'établissement, le modèle économique n'est pas toujours très bien établi. Et donc, voilà, c'est aussi pour essayer d'acculturer à tout ça, de vous pousser aussi à réfléchir un peu au modèle économique qui pourrait être intéressant pour les startups. Et si vous voyez une jeune startup avec qui vous voulez collaborer, c'est aussi pourquoi pas les aider dans cette
réflexion à adapter leur modèle économique aux établissements de santé, tout en cherchant bien sûr à avoir quelque chose de gagnant-gagnant. Ensuite, assurer le déploiement, ça c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai insisté dans la présentation et sur lequel on insiste dans le guide OSPIEP encore une fois. Et on renvoie aussi pour encore plus d'informations sur notre MOOC Innovation, où là il y a une grosse partie dédiée au management, au déploiement de solutions. Pardon. Et donc ensuite, la grosse partie là sur OSPIEP qui vous intéresse, je pense, c'est le management de l'innovation. Donc là, on retrouve l'équipe que je vous présentais tout à l'heure. Donc encore une fois, si vous cliquez, vous avez plus d'informations sur les différentes, personnes qui sont là. On a même essayé de faire un peu des fiches de poste en essayant de recouper des informations par rapport à ce qui avait pu être fait dans différents établissements. Donc encore une fois, ce n'est pas des choses à prendre pour argent comptant, mais c'est pour essayer de pousser à la réflexion et voir ce qui est le plus adapté pour vous. Et on est conscient aussi que ce n'est pas forcément évident dans les établissements de santé de structurer des équipes aussi complètes. Donc là, c'est bien sûr un cas un peu utopique, mais pourquoi pas essayer de tendre vers ça. Ensuite, un processus pour le management de l'innovation externe, c'est ce que j'y reviens pas parce que c'est ce que j'avais présenté avant, mais si vous cliquez, voilà, vous avez à chaque fois plus d'informations. Et enfin, des retours d'expérience de différents établissements de santé en France. Et là, vous retrouverez le retour d'expérience d'Armel qui est extrêmement complet, qui est très intéressant. Un autre que je peux vous inviter à regarder, c'est celui du centre WIN que je trouve intéressant. Ils n'ont pas forcément structuré une direction innovation, mais ils ont un centre d'innovation qui est à côté de l'établissement de santé. C'est intéressant. Donc, pourquoi pas aussi aller voir pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place, et plein d'autres qui sont là, bien sûr. On a aussi essayé de chercher à mettre en avant des modèles étrangers, parce qu'en France, on a une certaine approche, et c'est vrai qu'on retrouve un peu des similitudes entre les différentes approches. Et donc, on a aussi essayé de chercher à faire un benchmark international pour, encore une fois, pousser les hospitaliers à regarder, voir ce qui se fait aussi à l'international, et pourquoi pas intégrer des choses qui pourraient être faites à l'étranger dans nos modèles à nous. Ça pourrait toujours être intéressant. Un autre sujet qui est celui de constituer un écosystème innovant, je ne vais pas trop y revenir parce que je l'ai déjà un peu évoqué et vous l'avez déjà bien fait aux HL, mais l'idée c'est que voilà, autour de la direction innovation, on ne peut pas faire tout seul, on ne peut pas être que l'établissement de santé, donc c'est aussi important de structurer un écosystème innovant pour aller chercher des compétences qu'on n'aurait pas en interne auprès de ces acteurs-là. Donc ça pourrait être les accélérateurs, les pôles de compétitivité, les écoles de commerce, les écoles de marketing, de communication, de design, d'ingénieurs. Et en fait, donc là, on a essayé de résumer un peu à chaque fois chaque typologie d'acteurs, ce qu'ils peuvent vous apporter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans OSPIEP, on a fait en fait un outil de cartographie. Et donc, si vous allez voir, vous pouvez voir directement en fait tous ces acteurs. Je ne sais pas pourquoi ça me renvoie là à chaque fois et ça ne m'envoie pas sur l'outil, mais bon. Donc, pour les différents types d'acteurs, je ne sais pas si on veut voir les incubateurs. Donc, moi, dans un rayon de 150 km autour de chez moi, donc je suis basé à Paris. Si je lance la recherche, en fait, ça va me présenter tous les incubateurs qui sont autour de chez moi. Donc, forcément, en région parisienne, on en a énormément dans des rayons relativement faibles. Donc, j'aurai en général des recherches avec beaucoup de gens. Je pense que pour Lyon, il y a aussi pas mal d'acteurs si vous cherchez dans des rayons assez proches de l'établissement. Mais voilà, l'idée, c'est autour de notre établissement, quels acteurs on peut retrouver pour, pourquoi pas, les contacter et rentrer en contact avec eux et structurer un écosystème innovant avec ces gens. Et avant-dernière chose dont je n'ai pas parlé sur OSPIEP, c'est la base de données des innovations, mais je vais aller très vite. Donc en fait, on a créé cette base de données où les startups vont pouvoir venir présenter leurs solutions. Et vous, hospitalier, en vous connectant, vous allez pouvoir en fait consulter la base de données. Si on regarde par exemple les solutions accompagnement et suivi de patients, je pense au hasard, mais on aurait pu regarder plein d'autres sujets, vous lancez la recherche et là en fait vous allez trouver toutes les solutions qui sont dédiées à l'accompagnement et au suivi de patients qui se sont référencées dans SPIEP. Donc, vous allez retrouver en général un premier résumé, un peu comme une recherche Google, et puis vous allez pouvoir cliquer dessus si ça vous intéresse. Vous avez plusieurs indicateurs aussi qui sont présentés ici. On peut aller voir celle-là éventuellement. On peut retrouver aussi une vidéo si la société
a mis une vidéo associée à sa solution, une présentation de la solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que les questions qui sont là, c'est des questions que nous, on leur pose, et donc en fait, auxquelles les sociétés vont venir répondre. Donc en général, les différentes fiches sont relativement standards. Et du coup, si vous cherchez des choses à comparer, ça peut être intéressant. Et enfin, les startups peuvent indiquer pour chacune des solutions les établissements qui sont clients. Et si jamais elles ont indiqué que votre établissement était client, ça vous sera signalé. Et si c'est vrai, tant mieux. Et si ce n'est pas vrai, vous pouvez aussi nous le signaler. Et ça, c'est le deal qu'il y a. C'est que toutes les startups qui abusent et qui disent que des établissements sont clients alors que ce n'est pas vrai et que les établissements nous le signalent, c'est des solutions qu'on va radier de la base de données. Mais on voit que c'est un garde-fou qui marche bien parce qu'en général, on n'a pas trop d'abus de ce côté-là. Donc voilà pour la base de données SPIUP. Et la dernière chose que je n'ai pas présentée, et là je vous invite à aller regarder parce qu'en fait Armel et Monsieur Lemoine, donc votre directeur général, ont participé, c'est les entretiens SPIUP, où en fait on a été interviewé les différents établissements français qui ont mis en place des directions innovation ou des démarches innovation. Et on a été interviewé le directeur général qui nous explique pourquoi avoir mis en place une direction innovation, et la directrice innovation dans le cas des HL qui nous explique comment est-ce que le processus a été mis en place. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas encore vu les entretiens. Ils sont extrêmement riches. On apprend beaucoup de choses. C'est très intéressant. Et on a cherché à le compléter en fait aussi avec le point de vue des acteurs privés, enfin des entreprises innovantes plutôt, où on a interviewé en général le fondateur ou le président de la boîte. Et là, l'idée, c'est qu'on lui a posé les questions en lui disant, OK, si tu te mettais dans les bottes d'un directeur d'hôpital ou d'un directeur innovation à l'hôpital, comment est-ce que tu structurerais ta direction innovation? Et donc là aussi, c'est assez enrichissant parce que nous partageons en fait en filigrane leur expérience d'entrepreneurs ou d'innovateurs et la façon dont ils le perçoivent pour les établissements de santé. Et pareil, les différents entretiens de ces acteurs-là sont extrêmement intéressants, ils sont très enrichissants. Donc pareil, je vous invite à aller les voir. Donc voilà pour OSPIUP, j'ai fait le tour. Donc si je reviens rapidement à notre présentation, le message que je cherche à vous faire passer dans tout ça, c'est que l'innovation, c'est quelque chose qui est différent de la recherche. Ça, c'est vraiment, je pense, fondamental. Mais c'est quelque chose qui, je pense, a été compris aux HL, encore une fois. La direction innovation, c'est vraiment, comme je disais au départ, une fonction de support. Elle est là pour accompagner les innovateurs, elle n'est pas là pour innover. Mais ça, je pense que Armel doit vous le dire aussi régulièrement. Et enfin, à l'hôpital, l'innovation, elle est partout. Elle n'est pas que sur le soin. Elle est vraiment partout. Et j'ai même la conviction que si on arrive à innover dans la structure même de l'hôpital et que du coup, on a des fondations qui sont solides avec un hôpital qui fonctionne très bien, qui a des processus très efficients, là, on pourra aller vraiment chercher l'excellence clinique. Mais sans cette base solide, je pense que ce sera très compliqué d'aller chercher de clinique, même si on y arrive. Et dernière chose que je vous avais promis, c'est donc nos actions de promotion d'innovation. Là, c'est un petit peu de pub, mais j'en profite aussi pour remercier Armel qui m'a aidé et qui m'a suggéré beaucoup de personnes des HL pour faire partie des différents jurys. C'est que pour Santexpo, en fait, on organise un espace qui va être l'hôpital de demain. L'idée, c'est qu'on va constituer donc cet espace qui fait à peu près 540 mètres carrés, donc qui va être assez large, où on va retrouver en fait 10 scènes qui sont différentes verticales qu'on peut retrouver à l'hôpital. Donc, on a un espace prévention, là, c'est en amont de l'hôpital. Ensuite, l'accueil de l'hôpital, l'espace de consultation, le bloc opératoire, la chambre d'hôpital, plus sous l'angle en fait des innovations à destination des patients lorsqu'ils sont hospitalisés ou lorsqu'ils sont dans un établissement de santé. Un espace soignant qui là est plus dédié à des innovations QVT, donc qualité de vie au travail, dédié aux soignants. Un espace administratif où là, on a des solutions vraiment dédiées au pilotage, au management administratif de l'établissement. Un common center, là, c'est plus pour la gestion des flux.
Ça peut être vu comme la tour de contrôle en fait, de l'établissement. Un espace post-hospitalisation, donc là c'est plus sur le retour à domicile, le suivi du patient qui est sorti de l'hôpital à distance. Et enfin un espace cybersécurité, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'établissements qui se font attaquer malheureusement. Et donc c'est pour essayer d'avoir un peu une approche pédagogique, sensibiliser à ce qu'est la cybersécurité, ce qu'on peut mettre en place pour limiter les risques d'attaque. Et donc, en fait, sur chacune de ces scènes, si vous venez voir, vous retrouverez en fait 6 innovations, ce qui fait qu'on aura en fait 58 solutions, puisque sur l'espace cybersécurité, on en aura plutôt 3, je pense, ou 3 ou 4. Donc, on aurait normalement 58 solutions innovantes qui vont être exposées, que vous pourrez venir tester et voir. Et donc, ça va être, à mon avis, très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je serais ravi de les prendre dans le chat. Et sinon, merci pour votre attention et d'être resté jusqu'au bout. On va prendre les questions. Je voudrais d'abord préciser que je n'ai pas payé Guillaume pour dire autant de choses positives sur l'établissement. Il se trouve que depuis le début, on est très en phase avec le fonds FHF Recherche et Innovation. On partage vraiment la même vision des choses. Et je voulais vraiment remercier Guillaume parce qu'à chaque fois qu'il présente les outils, et notamment la nouvelle version de HospiUp, il y a des nouvelles fonctionnalités, des choses qui viennent compléter et qui sont extrêmement utiles. Et voilà, j'espère que vous serez très nombreux à utiliser toutes les ressources documentaires extrêmement pédagogiques qui sont mises à votre disposition. Le MOOC, c'est gratuit. HospiUp, toutes les questions, c'est vraiment, vous pouvez les picorer de temps en temps ou bien vous faire des grandes sessions, mais ce sont des informations fiables, adaptées à la vie hospitalière. C'est fait par des hospitaliers, pour des hospitaliers, mais des gens qui nous préparent à être en contact avec le monde de l'innovation qui peut être un petit peu touffu et un petit peu complexe. Et je m'excuse, chose que j'aurais dû préciser, que je n'ai pas précisé, c'est que tous ces outils, que ce soit... ah pardon, il y avait encore des choses dans la présentation, mais tous ces outils, que ce soit le MOOC ou le guide HospiUp, ce n'est pas que le fonds FHF qui l'a fait tout seul, c'est vraiment fait avec toute la communauté hospitalière. Pour le coup, HospiUp, c'est aussi avec la communauté de start-up. Donc, on est vraiment sur du partage d'expérience. C'est pas juste de la réflexion théorique qui a lieu au sein du fonds FHF et qu'on rassemble là. C'est vraiment des choses qui sont en perpétuelle amélioration. On continue, comme le disait Armel, à l'améliorer, à mettre des nouvelles versions. Et donc, comme je vous le disais, s'il y a des remarques, si des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je suis vraiment preneur de toutes ces remarques-là, de toutes ces critiques, aussi des remarques positives. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on fait plaît. Et comme le disait Hermel, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Le fonds de dotation, c'est comme une fondation, hein, tout ce qu'on fait, il n'y a aucune visée commerciale. C'est d'ailleurs aussi un peu notre problème, c'est que ce qui est gratuit n'a pas de valeur et c'est parfois pas toujours perçu à sa juste valeur. Je pense On qu'on a a une une question question. de Frédéric Amery. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. Comment incluez-vous les sociétés savantes dans ces processus d'innovation? Avez-vous déjà accompagné des sociétés savantes nationales pour monter des comités ou structures de réflexion sur l'innovation? Alors oui, notamment à la société savante de l'ACHBT au travers du professeur Éric Vibert, donc, qui est un chirurgien hépatobiliaire à la PHP. Et donc en fait, on a avec eux beaucoup, ils avaient un registre de données. Et on a beaucoup réfléchi en fait sur la façon dont ils complétaient leur registre de données et dont ils complétaient leurs données. Et on avait fait tout un projet sur la collecte de la donnée, la structuration de la donnée lors de sa collecte. Parce que ce qu'on observe beaucoup et ce qu'on voit, hein, dans le monde de la santé, c'est que toute la donnée qu'on a, elle est en général pas structurée parce que ça va être des comptes rendus médicaux, des choses comme ça. Donc, c'est des communications plutôt interprofessionnelles. Donc, un compte rendu qui est fait d'un médecin pour un autre médecin ou pour lui-même ou pour son patient, peu importe.
Et donc, ça va être de la donnée qui n'est pas structurée. Et avec eux, on avait beaucoup réfléchi à ça. Et ça a mené à plein d'autres réflexions, et notamment sur la gestion de l'erreur au bloc opératoire. Et tout ça, ça a donné lieu à la chaire innovation BOPA, que Enguerrand, donc, qui était l'ancien directeur du fonds FHF, qui m'a quitté en début d'année pour rejoindre l'agence d'innovation en santé, avait coporté avec donc, le professeur Eric Vibert. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver aussi un entretien au SPIEP sur la chaire Innovation BOPA, qui est un autre modèle de structuration d'innovation intéressante et qui, là, était plus fait par ce prisme des sociétés savantes et côté chirurgie. Mais oui, on inclut vraiment tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas de souci. Si j'ai oublié d'évoquer des gens, c'est plus par oubli enfin, par erreur, pardon, que par volonté. Donc j'espère que ça répond un peu à cette question. N'hésitez pas, il nous reste 5 minutes si vous avez d'autres questions. Sachant que on peut sans problème contacter donc, le fonds FHF Recherche Innovation à travers donc, le site qui est très bien fait, où on retrouve le MOOC, où on retrouve OSPIUP. Le webinaire qui a été enregistré va être monté et sera disponible à la fois sur intranet et sur la chaîne YouTube des HCL. Donc, vous retrouvez l'intégralité de la présentation. Merci Guillaume pour le lien, l'intégralité de la présentation, les commentaires. Malheureusement, le réseau n'a pas toujours été très très bon, mais c'était quand même toujours compréhensible. Et puis, n'hésitez pas à adresser les questions directement à Guillaume. Je vois une nouvelle question. Collaborez-vous avec les représentants des usagers? Si oui, via quelle structure? Alors, on a essayé, notamment avec, il me semble que c'était France Asso Santé, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais parfois, enfin, avec les associations de patients, c'est un peu délicat parce que c'est pas toujours représentatif réellement des patients qu'on peut retrouver, enfin, de l'ensemble des patients qu'on peut retrouver à l'hôpital. Donc, oui, c'est important de les inclure. Après, je pense que c'est pour le coup des fois un peu à prendre avec des pincettes, dans le sens où souvent, s'ils se sont regroupés, c'est parce qu'ils ont connu plus ou moins des problématiques. Ils vont souvent être un peu opposants et tout ça. C'est important d'avoir aussi dans les projets innovants les opposants dès le début, parce que ça permet de les convaincre au fur et à mesure que le projet avance. Mais ça peut être délicat, et c'est aussi la difficulté quand on parle de projet innovant, c'est de bien définir le problème et de savoir si le problème est représentatif ou pas. Et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément évoqué dans ma présentation, mais c'est un vrai sujet, et on le voit beaucoup, surtout sur des startups qui peuvent se monter, des gens qui ont connu une expérience à l'hôpital et qui se disent « Ah, il faut que j'apporte une solution à cette expérience », sauf que malheureusement, c'est une expérience qui arrive très rarement. Et il a été confronté à ça, et ce n'est pas la généralité. Donc, enfin, voilà. Donc, les représentations. Vas-y. Oui, Guy. Alors, d'après ce que je perçois, on a, dans le paysage français, on a la chance aux HCL d'avoir beaucoup développé le partenariat et l'expérience patient en santé. C'est vrai qu'il y a les représentants des usagers, mais il y a aussi les patients partenaires qui représentent eux-mêmes, qui ne sont pas les représentants des usagers. Et nous, on a la chance de pouvoir travailler très bien, d'avoir un pool, entre guillemets, de représentants des usagers, de patients partenaires et de proches aidants partenaires qui sont nombreux et motivés. Et c'est vrai que dans tous les projets d'innovation qu'on fait, on travaille beaucoup avec notamment la proche aidante coordinatrice Gwenaëlle Tual. Et donc, je pense qu'en termes de maturité sur ces sujets, qui sont des sujets réels, aux HCL, en s'inspirant de ce qui est fait à Montréal et en apportant notre propre historique, on a aujourd'hui, lorsqu'on a le besoin de mobiliser des patients, des proches, des représentants des usagers, des canaux privilégiés qui nous permettent de répondre à ça assez plus facilement peut-être que dans d'autres établissements. Le patient partenaire, c'est vrai que c'est un modèle intéressant. C'est une des innovations des HCL avant la direction de l'innovation, mais
sur lesquels on essaye de mettre du partenariat patient dans tout ce qu'on fait, parce que c'est vraiment un ingrédient indispensable si on ne veut pas louper sa cible. Je, je change de sujet, mais je vous ai mis enfin, parce que j'ai vu un commentaire qui disait vivement Sant'Expo, pour que vous ayez les infos aussi, Sant'Expo, donc je vous ai mis le site, c'est donc fin mai, je ne l'ai pas précisé. Du 23 au 25. L'hôpital, ouais, l'hôpital de demain n'est pas encore communiqué ou très peu sur le site, parce qu'on est encore en train de finaliser la semaine prochaine. On a toute la série d'auditions pour les différentes scènes, pour choisir en fait les solutions qu'on va présenter dessus. Mais donc voilà, après, normalement, fin mars, on commencera à intensifier la communication dessus, et donc vous pourrez certainement le voir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dédié aux professionnels de santé. Et Sant'Expo, c'est un événement qui est gratuit, qui est ouvert à tous. Donc voilà, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir. C'est à Paris. C'est le seul défaut peut-être, malheureusement. Mais voilà. Il est 14 heures, on va terminer. Encore merci Guillaume. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que vous utiliserez au quotidien les outils qui vous ont été présentés. Et puis, le prochain webinaire Innovation des HCL se déroulera le vendredi 28 avril de 13 heures à 14 heures. Et cette fois, c'est BPI, la Banque publique d'investissement, qui est l'opérateur de beaucoup d'appels à projets innovation, qui viendra se présenter avec notre correspondante régionale santé, Aurélie Feugier. Donc, soyez également nombreux le 28 avril de 13 heures à 14 heures pour en apprendre plus sur BPI, ses missions et tous les outils qu'elle peut mettre à notre disposition. Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.